Tu écoutes le tout premier épisode de la saison 5 du podcast Agroécologie Voyageuse. Le podcast fête cette année ses 5 ans. Et régulièrement, je me questionne sur comment faire évoluer le projet pour qu'il soit toujours le plus juste pour moi et pour le monde. Ce n'est pas chose facile car je fourmille d'idées de reportages et on m'en propose aussi beaucoup, car il y a de plus en plus de super fermes agroécologiques. Ce n'est pas chose facile non plus, car je me questionne sur la pertinence de créer de nouveaux contenus dans un monde d'infobésité où nous passons de plus en plus de temps à consommer de l'information. Pourtant, j'ai fait le choix de poursuivre le podcast, car mon cœur est plein de joie quand je reçois vos témoignages. Je sais que le podcast inspire un grand nombre d'entre vous et a même permis à certains de devenir paysans ou paysannes. En tout cas, ça y a grandement aidé. Alors, si tu écoutes cet épisode avant le 28 avril 2025, sache qu'il est encore temps de contribuer au financement de cette nouvelle saison via la cagnotte Tipeee et ainsi me permettre de travailler sereinement pendant les 12 prochains mois. J'ai besoin de votre aide, alors merci d'avance. Et si tu écoutes cet épisode après le 28 avril 2025, il est toujours possible de soutenir le podcast via un autre lien Tipeee qui est en description de l'épisode. Et maintenant, c'est parti pour le premier épisode de la saison 5. Et puis avec Asaf et Pauline, très vite on s'est dit on pourrait reprendre ici et insérer des haies fruitières. Donc là il y en a une vieille qui va pas bien, donc l'idée c'est de retravailler un peu cette haie, amender, broyat, mettre du carbone au taquet et d'insérer de nouveaux arbres. On a chacun un peu nos dadas. Moi c'est la figue, Asaf c'est la pistache, la grenade aussi commence à bien fonctionner dans le coin. La particularité du raisin de table, c'est qu'au lieu d'avoir une vendange où tu fais toute ta récolte en 1 semaine ou 2 semaines, nous on va étaler le plus possible la récolte pour en avoir le plus longtemps possible sur les marchés. Et en gros, on a une quinzaine de variétés de raisins avec des précocités, enfin des maturités qui arrivent à des moments différents. Et on va essayer d'avoir une récolte qui va de début septembre, fin août, début septembre jusqu'à mi-octobre. J'ai beaucoup bossé dans le milieu agricole, à faire des entretiens, etc. J'ai toujours eu une attirance pour ça. Je me rappelle des visites de ferme quand j'étais à l'école primaire, par exemple. J'ai encore des souvenirs hyper vivaces, ça m'a complètement fasciné. Et je crois que j'avais besoin de vivre ça. Et qu'en fait, il y a des moments dans la vie, si on sent un élan, il y a une ouverture. C'est pas parfait, ça coche pas toutes les cases de notre checklist ou je ne sais quoi. Mais en fait, vas-y et en fait, il va se passer quelque chose. Et ce qui est important, c'est qu'il se passe quelque chose. Je réalise ce reportage en août 2024, à l'aube du début de la récolte de raisins pour Noé. Noé Guiraud est devenu il y a 3 ans producteur de raisins à Cobonne dans la Drôme. En parallèle, on pourrait dire que son activité principale est producteur de raisons. En effet, il est chercheur indépendant à mi-temps en tant que géographe et économiste. Après une thèse sur les questions de relocalisation agricole et alimentaire en région PACA, il a mis ses compétences de chercheur au service du défi de la résilience alimentaire. Dans cette première partie, on se plonge dans les premières années d'installation de Noé et ses 2 compères, Asaf et Pauline, leur compromis, les creusages de tête pour s'installer avec un modèle qui ne rentre pas du tout dans les cases, leur joie, leur choix et évidemment comment le trio applique l'agroécologie à leur petite production de raisins. Et bien entendu, ça enrichit aussi beaucoup la raison. Dans la deuxième partie, Noé expliquera son engagement pour la résilience alimentaire au sein de l'association Les Greniers d'Abondance et comment devenir paysan a permis de changer sa posture de chercheur pour le meilleur. Je m'appelle Opaline et le podcast Agroécologie Voyageuse est mon outil pour donner la parole à celles et ceux qui ont choisi de régénérer un petit bout de cette magnifique planète qui a tant besoin d'être aimée. Il y a autant de manières de faire de l'agroécologie que de paysans et paysannes sur cette terre.
Belle écoute. Sur ta droite, là, tu vois la tour de Cré, mais par le haut, en fait. Tu vois qu'on est monté. Là, on est autour de 450 mètres d'altitude. Et en fait, ce qui est fou, c'est que ça a un vrai impact sur la météo. Entre Cré et ici, on est à 10-15 minutes. Il fait plus frais. En termes de précipitations, ça n'a rien à voir. Donc, il faut toujours qu'on vienne vérifier les précipitations ici. Et oui, c'est assez marrant au niveau du... Il fait moins chaud. Mais c'est plutôt positif en termes de météo pour les vignes. Ok. Donc là, en fait, c'est l'espace de travail de Christine. Et le temps qu'on s'installe plus durablement, on utilise l'endroit pour, si tu veux, pour travailler. Donc là, ça va être notre zone de tri, les tables, et puis là, c'est une chambre froide. Donc en gros, la particularité du raisin de table, c'est qu'au lieu d'avoir une vendange où tu fais toute ta récolte en une semaine ou 2 semaines, nous, on va étaler le plus possible la récolte pour en avoir le plus longtemps possible sur les marchés. Et en gros, on a une quinzaine de variétés de raisins avec des précocités, enfin des maturités qui arrivent à des moments différents. Et on va essayer d'avoir une récolte qui va de début septembre, fin août, début septembre, jusqu'à mi-octobre. Et donc on récolte quelques jours avant le marché. Et le raisin a la particularité que c'est un fruit qui ne mûrit pas une fois cueilli. Il va juste se dégrader. Donc on ne peut pas cueillir beaucoup à l'avance. Et on peut le maintenir quelques jours au frais, entre 8 et 12 degrés. Okay. Mais pas plus non plus, parce que sinon ça va l'abîmer. Okay. Donc on est toujours un peu en train d'ajuster pour avoir dans les 300 kilos pour le marché du samedi. Voilà. Wow. Je découvre totalement cette production. Oui, le raisin de table, c'est pas très connu. Et on a des réflexes autour. La vigne est très présente en France. Ouais. Et on a des réflexes qui sont liés au vin, en fait. Ouais. Et beaucoup moins au... Si tu veux, tu peux l'enlever juste le temps de te changer. Si... Bon, je vais le poser là. C'est juste pour avoir un peu d'outils si jamais il y a besoin, si on veut faire une petite cueillette. Ouais. On a, en fait, en termes de maturité là, du raisin, on a un peu de retard finalement. On pensait être avec de l'avance, mais les nuits sont plus fraîches que prévu. Et donc le sucre aussi est pas fou. Donc on attend. Et je pensais commencer à récolter cette semaine, mais non. Et on a 4 variétés précoces en faible quantité, mais on ira voir tout à l'heure. Et je pense qu'on va commencer à cueillir ça vendredi prochain finalement. Tu vois. Donc, on va avoir 10 jours de retard. Est-ce que tu as un chapeau pour le soleil ? J'ai une touffe de cheveux qui me protège. J'ai oublié ma casquette et franchement... Ça marche. Honnêtement, quand ça cagne, là, tu peux vite faire une insolation, t'as beau boire. Donc, en ce moment, c'est pas trop méchant, mais sinon, c'est pantalon, chemise, chapeau. La seule protection qui va, c'est de se protéger du soleil. N'hésite pas à décrire un petit peu l'environnement dans lequel on arrive. Du coup, je crois que c'est un rouge-queue qu'on vient de voir passer. Au-dessus, sur le chêne. Hop, il vient de partir. Et là, on est dans des chênes. Il y a quelques buis qui restent, mais qui ont quand même été bien attaqués par la pyrale. Et puis ici, on est vraiment sur du classique calcaire. Donc sol argilo-calcaire. Et donc on a plutôt une végétation au-dessus, dès qu'on ouvre un peu, une végétation de lande. Et sinon, en phase plutôt arborée, on est très vite sur du chêne. Au-dessus, il y a eu des pins qui ont été plantés, mais ça vient pas tout seul, c'est des vieilles plantations de résineux qui sont un peu nuls en fait. Donc l'idée sera progressivement de couper ces pins et de les remplacer par des variétés plus lentes en termes de croissance, mais plus locales. En fait, on n'est pas chez nous au sens on n'est pas propriétaire, mais il y a un bail.
Et l'idée, c'est de racheter tout ça au propriétaire qui en fait est décédé et qui a 13 descendants. Donc on se retrouve dans une situation un peu pas hyper facile parce que c'est très compliqué de faire signer 13 descendants sur une indivision. Donc on leur a proposé de racheter à la fois les parcelles où il y a la vigne, mais aussi tous les bois qu'ils ont sur la commune, pour 15 hectares à peu près, pour que ça ait un peu plus d'intérêt. Et pour l'instant, on est bloqué avec une personne qui est sous tutelle et la tutelle ne répond pas. Ou en tout cas, on n'a pas vraiment de réponse. Donc c'est un peu la réalité aussi de la vie qui vient contrarier les plans des fois. Mais, La transmission du foncier. Ouais, transmission du foncier est compliquée. Et en fait, nous, voilà, en face de nous, on a un plantier, donc 1200 pieds de vigne qu'on a planté en mars. Et on pensait sécuriser le foncier d'ici là, mais on s'est retrouvé dans une situation qui est pas à faire dans les règles de l'art en général. De planter dans un sol qui n'est pas sécurisé, c'est pas conseillé. Mais en même temps, dans nos plans, il faut anticiper qu'on a besoin de plus de production pour 3 personnes que pour une. Et donc on a décidé quand même de prendre le risque. Donc là, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a plein de choses à dire là. Ce qui est chouette sur ces parcelles, donc on a à droite une parcelle qui a 22 ans, qui sont les vignes qui ont été plantées par Christine, sur 8000 m² à peu près. Et à gauche, on a le plantier qu'on a planté en mars, sur 4500 m². Au milieu, on a une vieille haie fruitière qui est un peu à l'abandon, qu'on va réenrichir, notamment avec des variétés comme figuier et grenade. Et au-dessus, on a une zone un peu ouverte de lande qui était avant, il y a plus de 30 ans, et qui avait été labourée, mais qui maintenant a été repris par la végétation et qui est intéressante pour les chèvres, donc elle est conservée en termes de pâturage, pour du pâturage. Et ce qu'on voit aussi, c'est qu'on est entouré de forêts. Et ça, c'est assez chouette parce que finalement, quand on se compare aux autres viticulteurs de la vallée, qui sont dans des contextes de culture plus intenses et plus spécialisés, avec plein d'autres vignes autour, on a une pression des maladies cryptogamiques, donc oïdium et mildiou, qui est plutôt plus légère que pour eux, et globalement on s'en sort mieux, quoi. Le fait qu'on soit isolé et autour de la forêt nous amène ce bénéfice-là. Donc voilà, on est orienté plein ouest, sud ici, sud-ouest, ouest. Donc en fait la pente est vers l'ouest et là l'est est derrière la colline. Donc en gros le matin par exemple, quand on traite contre l'oïdium ou le mildiou avec un pulvérisateur à dos. Et on vient tôt le matin et dès que le soleil sort de la colline, le vent commence. Et c'est très net en fait, c'est assez marrant. Donc on sait que tant que le soleil n'est pas sorti de derrière, on est tranquille pour pulvériser. Et voilà, Asaf. Bonjour. Ça va? Je te présente Opaline, qui fait le podcast. Et Asaf, du coup, mon associé. 2 ou 3, c'est bizarre, il y a des 2 ici quand même. Non, normalement c'est. Pour le 2, moi. Tu pousses pour le 2? T'en as marre de faire la bise? C'est trop long. Ça fout la merde en fait, quoi. Je fous la merde. Non, j'ai pas dit ça, c'est le 3 qui fout la merde. Enchanté en tout cas. Enchanté. Bienvenue. Merci, c'est chouette. Du coup, t'as vu mon texto, Asaf? Ouais. Mais comment on la déplacerait? On la déplace pas, c'est pas. Enfin, je pense que c'était une blague en fait. Enfin, je sais pas, mais j'ai pas vu Yo encore, mais à mon avis, c'était une blague. Parce que je ne vois pas déplacer la chambre froide de 50 cm juste pour amener du broyat. Donc, je ne sais même pas s'il y a la place derrière. Moi, en fait, ce qui m'a le plus fatigué, c'est que du coup, le fumier, on ne peut pas compter dessus pour l'automne. Non. Et qu'on n'aura pas le temps de composter le broyat avec le fumier. Tout ce qu'ils ont là, ils veulent le mettre sur la parcelle. Sur la parcelle pour l'orge. Bon, on verra. Après, j'ai relu un peu des trucs sur les fins d'azote et... Ouais. Et je pense que si on met le fumier en dessous, le broyat par-dessus, et de toute façon on ne rentre pas le broyat dans le sol, on ne risque pas la fin d'azote normalement.
Ouais. Vous voulez mettre du compost, du fumier quand du coup, on mettrait dès qu'ils curent leur bergerie. Donc c'est ça qu'il faut qu'on sache. Je ne sais pas encore à quelle date ils le curent. Et ensuite, l'idée serait on va se faire livrer du broyat pour mettre sur les rangs, à la fois pour limiter l'enherbement et puis l'humidité aussi, moins arrosé. Ouais. Et puis faire un peu de sol, quoi. Ouais. Après, on a mis pas mal on a travaillé le sol avec de l'engrais déjà, du fumier l'hiver dernier. Ok. Donc elle vient d'être amendée, la parcelle. Oui, il n'y a pas trop... Ça fait plusieurs années qu'il n'y a rien eu. C'était une prairie, je sais pas, elle avait 30 ans la prairie peut-être, ou 40 ans même. En tout cas, au moins 25 ans. Au moins 25 ans, mais je crois que quand elles sont arrivées, ça faisait déjà un moment qu'ils faisaient plus rien. Je crois qu'ils faisaient des céréales encore dessus hier avant. Donc 25 ans quand alors. Christine est arrivée. Ouais. Mais bon, je sais pas. Le raisin de table, du coup, il a besoin d'être plus fertilisé que la vigne pour le vin ou pas? Non, là c'est pour le plantier. C'est le début. Ouais, il faut l'aider un peu. Au début, il faut l'aider. Et puis surtout que du coup parce qu'il faut qu'elle s'enracine en fait. Ouais, c'est ça. Donc là, en fait, ce qu'on fait, c'est que on a travaillé une fois le sol, mais on ne veut pas travailler plus parce que la prairie était ancienne. On a amendé là. Après, ce qu'on veut gérer, c'est aussi le rang. Et parce que la vigne, sur la période de croissance des 5-6 premières années, elle craint beaucoup la concurrence des herbes. Et du coup, c'est ça qui peut venir contraindre sa vitalité derrière, quoi. Oui. D'où l'importance de lui apporter au pied ce dont elle a besoin aussi. Voilà, c'est ça. Après, à terme, on va faire comme à droite, c'est-à-dire qu'on va laisser un enherbement. Oui. Carrément. Et une fois qu'elle est installée, en fait, l'idéal, c'est ça, c'est de la laisser tranquille et l'herbe par-dessus, et du coup, on ne touche plus au sol. Est-ce que le fait que l'herbe pousse, ça crée l'humidité qui peut générer du mildiou, oui. Et donc ça peut être problématique? Oui. Tu vois, là, c'est tout tondu. Hein. D'accord, vous tondez. Ouais. Okay. Peut-être un jour, vous mettrez des brebis, des poules. Ouais, on avait pensé aux poules, mais c'est un atelier en plus et ça demande de la gestion. Ça serait passé à un stade de plus en termes de temps de travail, mais pour l'instant, c'est gyrobroyeur et des broussailleuses. Ouais, non, mais je comprends tout à fait. Hein. On s'était demandé si on ne pouvait pas insérer, implanter des variétés sur le rang notamment, de couvre-sol qui limiteraient. Mais tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est que c'est très très long, quoi. Laure et Dimitri, ils avaient commencé par les couverts végétaux. Ouais. Et ensuite, ils se sont rendus compte qu'en termes de biodiversité, rien ne vaut l'enherbement naturel. C'est ce que disait Florian. Un gars de la LPO qui est venu faire un petit tour biodif, quoi. Mais effectivement, c'est ce qu'il disait aussi. Les orchidées. Ouais, souvent, ceux qui mettent des couverts, c'est plus pour régénérer rapidement le sol. Là, sur le plantier, on a prévu du coup de l'engrais vert en interrang sur les premières années. Donc, pareil. Mais du coup, on a un itinéraire qui est différencié en fonction de l'âge. Quoi. Ouais. Voilà. Et pour l'instant, on est dans la théorie aussi, parce qu'on commence. Quoi. Et du coup, on peut monter en haut de ce rang. Donc là, Asaf, il teste la clôture électrique. Ouais. On a une clôture électrique parce que le plus grand prédateur du raisin est le blaireau. Et donc, ici, en tout cas, dans notre parcelle. Et dès que le raisin est mûr, si on ne met pas de clôture électrique, ils viennent et ils se régalent. Et alors c'est assez marrant parce que le blaireau, il laisse juste la rafle. Donc on sent qu'il vient gober les grains. Pop, 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 pop. Et il ne reste plus que la rafle. Et toi, tu arrives, tu es là, ah bah non, j'ai mon raisin. Alors que le sanglier, il vient tout bouffer, tout retourner. Et ouais, non, curieusement, ici, on n'a pas de problème avec les sangliers. Okay. On a les chevreuils, par contre, qui aiment bien venir manger les jeunes pousses. Donc c'est pour ça on a mis un petit filet d'élevage là autour du plantier. Et alors ici, ce qui est chouette, c'est qu'on est un peu sur un promontoire. Tu vois, au-dessus, il ne reste pas beaucoup pour arriver au sommet. On est sur un promontoire qui s'appelle le Cerf de l'Aigle. Et ici, c'est une autoroute à rapaces.
Donc régulièrement, on a des vautours, des milans, des autours, une tonne de... mais surtout des vautours. Parce que là-bas, là, tu vois, on voit un peu des falaises. Et un peu plus loin à droite, il y a les falaises de Gigor. Et en fait, il y a des nichés là-bas. Et c'est arrivé une fois avec Asaf, on était en train de bosser là dans le champ. Et on lève la tête, il y avait 16 vautours autour qui... Et j'adore ça ici. On a vraiment une connexion avec les rapaces, c'est chouette. Et donc le sol, je te disais qu'il était donc calcaire. Il y a aussi pas mal d'argile et de limon. Et en fait, c'est un sol qui est un peu compliqué parce qu'en haut, on a plutôt un sol bien drainé. Et en bas, on a des argiles lourds et des limons qui, les deux associés, provoquent ce qu'on appelle l'asphyxie racinaire. Et donc on a des zones où rien ne pousse. Et là, devant le hangar où on met le tracteur, en fait, il y a régulièrement, en fin d'hiver, une sorte de mare. Donc là, on a un petit enjeu à gérer cette bas de parcelle qui est pas simple. Donc il y a l'idée d'implanter différentes variétés de saules pour venir boire un peu et aérer. Mais voilà, ça fait partie de ce avec quoi on travaille, quoi. Et pourquoi le raisin? Moi, sur mon parcours, ça fait longtemps que je vais donner la main dans des fermes, surtout maraîchères en fait, notamment quand j'étais au Québec, un ami maraîcher en sol vivant. Et en fait, à côté de sa ferme, il avait un verger diversifié qui a été construit sous le modèle un peu de Stéphane Stoptowiak. Et en fait, en bossant là et en regardant ce verger, etc., à force de me renseigner là-dessus, j'étais assez attiré par les arbres, par les fruits. Quand je suis arrivé ici en Drôme, j'avais plutôt ça en tête. Notamment faire de la figue, parce que moi j'adore les figues. Et puis je crois qu'il n'y a rien de mieux comme moteur que d'être mu par une production qui nous plaît, quoi. Et donc finalement, c'est un peu une question d'opportunité. C'est Asaf qui avait rencontré Christine, qui était au conseil d'administration de l'ADR à l'époque, donc avec Pauline. Et il a commencé à venir travailler là. Christine commençait à parler de transmission. Et en fait, moi, je suis venu donner la main. J'ai longtemps fait des vendanges comme boulot pendant 6 ans, en fait, quand j'étais jeune. Et me retrouver dans les vignes, il y a une sorte d'évidence en fait en ce qui me concerne. Plaisir du travail là-dedans, diversité des tâches. En plus, c'est super en raisin de table. Là, Christine, elle a fait une conduite assez haute. Tu vois, tous les pieds sont à 1 mètre. Donc en gros, là, je me rapproche du... Ouais, exactement. Je me rapproche du cep. Je travaille tout le temps comme ça, quoi. Et ça c'est génial en fait. Ça, c'est le chasselas, là. On le reconnaît avec son petit grain. On va avoir une belle année en chasselas, je pense. Donc tu vois, à hauteur de main. Et donc tu es très rarement le dos plié en deux, quoi. C'est un sacré atout, ouais. À 40 ans. 38 pour être exact. La quarantaine qui arrive. Voilà, c'est ça. Et puis avec Asaf et Pauline, très vite on s'est dit on pourrait reprendre ici et insérer des haies fruitières. Donc là, il y en a une vieille qui va pas bien. Donc l'idée, c'est de retravailler un peu cette haie, amender, broyer, mettre du carbone au taquet et d'insérer de nouveaux arbres. Donc plutôt des variétés, on a chacun un peu nos dadas. Moi, c'est la figue, Asaf, c'est la pistache. La grenade aussi commence à bien fonctionner dans le coin. On a un producteur là à Cré il est un peu plus au sud dans les baronnies. Mais ces grenades, elles sont magnifiques. Elles sont hyper bonnes, goûteuses. Donc, on sent que le climat, il évolue aussi en amenant d'autres opportunités de production. Asaf, il est originaire du Liban. Il a aussi des fruitiers là-bas. Et sa famille est encore en partie là-bas. Et donc la pistache, pour lui, c'est pareil. C'est un fruitier qu'il connaît très bien, qui fait partie de ses bagages, quoi.
Donc voilà, on s'est dit ici il y a l'espace pour permettre ça, de venir avoir une production principale qui serait le raisin et une diversification légère avec peut-être une dizaine de fruitiers dans ce TELA. Et au bout, on ira voir, il y a une petite languette sur cette parcelle qui n'a pas été mise en vigne, qui serait faite aussi pour un petit bout de pré-verger, quoi, pour le dire comme ça. Donc là, on va aller faire le tour complet. En gros, ici, donc là, on passe le Chasselas, on va arriver dans le Alphonse-la-Vallée. On a une quinzaine de variétés, donc ce que je te disais tout à l'heure, ça permet d'étaler la période de récolte dans le temps. Et puis c'est un peu le principe de ne pas tous ses œufs dans le même panier, mais des fois, l'année dernière on avait une mauvaise année sur la vallée, cette année c'est l'Italia qui va pas bien. Mais ça fait qu'on a toujours des variétés qui compensent un peu. Le Soulima est pas beau, on a des pieds qui font pas de grappe du tout. Peut-être que cette année le pied a besoin juste de faire de la photosynthèse pour lui-même. Et puis c'est d'autres variétés qui vont mieux. Donc on est un peu sur cette logique-là. Assaf, Pauline comme moi, on apprend sur le tas. Et on a fait 2 ans et demi avec Christine, à travailler avec elle et voilà ce qu'elle nous explique. On a eu avant de reprendre cette année. Okay. Donc on a vraiment cette chance qui est quand même assez chouette d'avoir quelqu'un qui était prêt à nous expliquer ça pendant autant de temps. Ouais. Et donc là, on arrive sur le bout de la vieille parcelle. On a implanté ça il y a 2 ans. Là. On a des amis viticulteurs qui avaient trop de pieds, qui nous ont donné ça. Donc on s'est fait un petit test là de nouveaux rangs. Donc l'avenir du plantier, c'est à un moment donné d'avoir du métal pour faire des rangs. On pourrait mettre du bois aussi. Le problème du bois, c'est qu'on a un sol très caillouteux et ça bouge. Ça bouge facilement, c'est difficile d'avoir un ancrage qui est efficace. Christine avait essayé avec le bois et c'était compliqué. Alors sur l'autre parcelle, on a un peu moins de cailloux, donc on se dit qu'on va réessayer quand même le bois parce que juste en termes de visuel et de contact, c'est plus agréable. Et je vois une abeille charpentière ou ouais. Xylocope violet. Ça me fait penser, est-ce que vous avez des projets d'installation de nichoirs Ouais. Alors on a des nichoirs partout dans la vigne qui ont été installés par Agribiodrome. Nous on n'est pas hyper fans parce que c'est des nichoirs en PVC et je sais pas, ça nous fait pas trop de sens. Mais et puis surtout on voit pas beaucoup de nichés dedans. Cette année on a eu 2 ou 3 nichés quand même. Mais sur 8000 m², mais ça fait longtemps qu'ils sont là, hein. Ça fait 10 ans peut-être. Je voudrais relancer un truc avec la LPO pour peut-être sortir les nids de la parcelle en elle-même et de les mettre autour, ou d'implanter des arbres dans la parcelle avec une conduite haute pour passer en tracteur quand même. Mais on a des endroits où il y a de la mortalité. Les remplaçants, c'est compliqué dans une vigne mature, qui est vieille comme ça, 22 ans. C'est plus difficile de refaire. On en a mis des remplaçants, mais ils ont plus de mal à faire leur place, quoi. Donc on se dit pourquoi pas mettre quelques arbres et ce serait une manière de proposer des habitats aux oiseaux. Et puis après on a mis des nids à chauves-souris, donc tout autour, la pipistrelle surtout ici. Et, dans la lande. Ouais, dans la lande, les arbres autour là en bas. Après, ce que nous disait le gars de la LPO, c'est que malgré tout, on est dans un contexte où il y a déjà beaucoup d'habitats. Parce qu'il y a beaucoup de forêts autour. Et on n'a pas de gros enjeux à reproposer des habitats, si ce n'est, on verra en bas, laisser des tas de trucs. Des tas de branches, des tas de... Voilà, laisser de la matière en décomposition. Et ça fait partie des principaux... des habitats pour des lézards, des serpents, tout plein de choses. Donc c'est plutôt permettre au milieu de continuer à évoluer à son rythme sans perturber. C'est toujours un équilibre entre nos enjeux de production. On a longtemps été à comment on pourrait se passer du tracteur. Finalement, on a du mal sur 1,2 hectare et notamment la gestion de l'enherbement à faire sans.
Mais du coup, on limite le plus possible et on essaie de ne pas trop passer et d'avoir des zones voilà, où on ne touche pas, quoi. Donc là, on a des lézards, les lézards verts là, avec les petites taches bleues, je ne sais plus comment ils s'appellent. On a des couleuvres. On n'a pas fait d'inventaire, on aimerait bien faire. Moi, j'ai commencé à utiliser e-naturalist là. Donc, dès que je vois des insectes, je prends des photos et j'essaye de noter. Bon, j'ai une dizaine de, de notes pour l'instant, mais voilà, j'ai envie de. Notamment sur les insectes. Moi, voilà, de temps en temps, j'ai des petits moments sympas, menthe religieuse, reproduction de cigales, des petites choses comme ça. C'est toujours chouette, quoi. Et est-ce que tu pourrais me dire ce que c'est pour toi l'agroécologie et comment vous la mettez en œuvre ici Pour moi, c'est prendre les principes de l'écologie et les insérer à l'agronomie, c'est-à-dire produire une production agricole en utilisant des principes de l'écologie, donc faire avec et pas contre, quoi, en gros, si on pouvait résumer. Et après, c'est avoir une attention aux ressources, à l'environnement, aux vivants, aux êtres autour, et à s'insérer dedans le plus possible. Pour moi, c'est vraiment ça qui fait le sens. Donc, travailler le plus possible l'observation. En faisant de l'agriculture, je crois que c'est ça que moi j'ai le plus découvert et ce que j'aime le plus, c'est que ça vient affiner nos sens de l'observation et ça nous rend beaucoup plus en éveil vis-à-vis de ce qui se passe autour de nous. Météo, croissance, animaux, traces même dans le sol. On se met à avoir un regard un peu à tout et c'est top. Franchement, ça nous donne une place. Enfin, moi, ça me donne une place, finalement. Là où c'est plus compliqué dans d'autres métiers, quoi. Ouais. Et donc, c'est un peu ça. Et puis après, typiquement, une vigne, c'est une culture spécialisée. C'est hyper contraint, hein. Quand on y pense un peu, c'est fou, quoi. On fait que contraindre cette plante qui n'a rien, qui pousserait jamais comme ça, qui aurait juste à vouloir aller sur des arbres. Moi, j'ai mon père en Ardèche. Je vois bien comment la vigne, si on la laisse faire, ce qu'elle fait, elle colonise des arbres et elle produit du raisin dans les arbres. Et du raisin qui est pas forcément aussi sucré qu'on le voudrait. Ouais, il y en a du sucré, il y en a moins. Voilà, mais tout ça pour dire que, oui, il faut assumer aussi qu'on a une forme d'intervention qui vient contraindre des plantes ou des animaux, hein, pour notre bénéfice, quoi. Et ça, c'est un truc sur lequel il faut vite se dire si oui ou non on accepte ça, quoi. Et voilà, moi, dans le choix d'en faire une activité professionnelle, de devoir un peu compter là-dessus pour les fins de mois, du coup, ça fait partie d'un peu de la réponse, quoi. Mais après, c'est chouette parce que du coup, on rentre dans le détail des pratiques, des itinéraires et on voit qu'il y a plein de choses à faire bouger. Donc voilà, la diversité, hein, c'est le maître mot, je crois, toujours de ce qu'on peut faire avec le vivant. Plus il y a de la diversité, mieux c'est. Et puis, ouais, sur les traitements, par exemple, on va beaucoup utiliser de tisanes ou de décoctions de plantes qu'on ramasse beaucoup dans la vigne, avec les millefeuilles, millepertuis, orties qu'on soude. On met même de la valériane pour déstresser les plantes quand il y a eu un épisode particulièrement violent, soit d'attaque champignons, soit grêle ou autre, même si ici, pour l'instant, on est plutôt chanceux sur la grêle. Donc voilà, c'est aussi ça pour moi l'agroécologie, c'est utiliser les plantes pour les plantes. Et après, on utilise aussi le petit lait donc de la production des chèvriers voisins, qui est en fait un polluant, hein, dans le cadre d'une production d'élevage, parce que c'est très concentré, ils ne peuvent pas en faire n'importe quoi. Donc ça rend un peu service. Et nous on l'utilise parce que ça a un pouvoir collant très fort sur la feuille. Et donc ça permet de prolonger la présence notamment des tisanes qu'on fait, mais aussi du soufre et du cuivre qu'on va mettre. Et ça résiste mieux aux précipitations. Donc ça nous permet d'en mettre moins.
Donc typiquement en bio, en agriculture biologique, on a des seuils en termes de soufre et de cuivre en volume hectare par an à utiliser. Et nous, on est vraiment 2 fois moins que ça, quoi. On est vraiment sur de l'homéopathie presque, j'ai envie de dire, quoi. Et là, cette année, on a eu une pression milieu de fou. On a traité toutes les semaines. Et on a une belle production de raisins, donc on est plutôt content, ça fonctionne. C'est physique, parce qu'on fait tout à dos, mais ça fonctionne. Et est-ce que tu peux nous donner 2-3 éléments sur le modèle économique que vous imaginez à 3? Alors c'est une installation qui a tout de l'installation compliquée quand c'est petit, à plusieurs. Donc évidemment on ne rentre dans aucune case de la chambre d'agriculture et même des statuts pour la MSA, etc. Donc on a été obligé de faire une société agricole, une SCEA, où on est tous les 3 associés et où du coup on n'a pas vraiment de statut MSA si ce n'est au suivi parcellaire. Donc on a été obligé de souscrire une assurance privée. On ne peut pas avoir recours à la TEXA, qui est l'assurance des agriculteurs, parce qu'en termes de surface par personne, on n'est pas assez gros. Donc pour être protégé, notamment dans l'usage de ce tracteur qui est devant moi, on est obligé d'avoir recours à une assurance privée. Donc voilà, c'est des choix aussi, hein. Mais si on voulait avoir un statut ne serait-ce que cotisant solidaire, il faudrait 3 fois cette surface-là, pour nous 3. En fait, tout seul, on pourrait avoir un cotisant solidaire ici. Donc voilà, donc en fait, on est dans un milieu, un monde qui n'est pas fait pour favoriser des installations à mi-temps, en pluriactivité, ni à plusieurs. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est très connu, mais qui n'est pas évident parce qu'on est quand même dans les profils de gens qui cherchent à s'installer. On a quand même de plus en plus des profils comme les nôtres, qui sont sur de la pluriactivité et qui cherchent plutôt des modèles souples, qui ne voient pas forcément l'agriculture comme un projet de vie à long terme où je vais transmettre mon bien ensuite à ma famille, comme ça a été longtemps le cas, mais plutôt comme une activité, comme une autre entre guillemets. Et donc ça, c'est compliqué, il faut un peu bricoler, quoi. En gros, on va tous les 3 obtenir, on va tous les 3 avoir un prélèvement privé sur notre chiffre d'affaires. Moi, je pense que ça va me faire peut-être 300-400 € par mois quand on aura l'autre en production, quoi. Peut-être 400-450. Donc à côté, il me faut une activité parce que je ne peux pas vivre de ça. Donc voilà un peu le modèle. Ça veut dire que être petit, c'est un choix, mais il faut un autre métier pour pouvoir le vivre parce que c'est pas assez payant. Et en même temps, le fait d'avoir un autre métier, ça rend compliqué l'installation. On n'a pas le droit aux aides, enfin voilà, il y a plein de choses comme ça, quoi. Mais du coup, en termes pour pouvoir se comparer, par exemple, moi je suis dans la Drôme et puis j'ai envie de faire du raisin de table et j'aimerais bien aussi que ce soit juste pour arrondir les fins de mois. Parce que et par passion. J'ai vu un jet. Oui, il y en a beaucoup ici des jets. Ouais. Ils se régalent, le raisin, ils aiment ça. Ouais. Il est allé choper un petit grain. Déjà, ma première question, c'est pourquoi tu le fais? Parce que c'est bien d'avoir 400 € par mois, mais tu pourrais gagner 400 € par mois avec autre chose, tu vois. Pourquoi tu le fais? Et puis, par élément de comparaison, tant de surface, de tant de vignes qui a tel âge, avec tel débouché, ça permet de se dégager tant, tu vois. Ouais. En fait, si j'étais tout seul, enfin comme Christine par exemple, Christine, elle se dégageait un mi-temps, quoi, en gros, en termes de salaire, sur 8500 mètres carrés, avec une vigne mature, quoi. Okay. Après, elle avait très peu de charges. Ouais. Donc en fait, le jeu, c'est de jouer sur les charges. Ouais. Mais tout ça, c'est des questions de seuil. Ouais. Il y a des seuils à partir du moment où on passe au-dessus en termes de surface. Donc typiquement, le tracteur, c'est un seuil. À un moment donné, on est obligé d'avoir recours au tracteur. Ou alors, ça nous demande un temps de travail manuel qui est tellement énorme que le coût est aussi en temps de travail énorme, quoi. Donc en fait, il faut faire ces calculs-là qui ne sont pas évidents. Pourquoi je le fais? Moi, je pense qu'on le fait tous les 3, pas pour l'intérêt financier. De toute façon,
J'en connais peu qui seraient capables de dire ça. Donc comme je te disais tout à l'heure, je disais que ça me donne une place. Je crois que clairement c'est vraiment un moteur pour moi. Je crois que l'autre chose aussi, c'est que en fait, j'ai longtemps bossé sur les questions, donc, en tant que chercheur, sur les questions de relocalisation agricole et alimentaire. J'ai beaucoup bossé dans le milieu agricole, à faire des entretiens, etc. J'ai toujours eu une attirance pour ça. Je me rappelle des visites de ferme quand j'étais à l'école primaire, par exemple, j'ai encore des souvenirs hyper vivaces, ça m'a complètement fasciné. Et je crois que j'avais besoin de vivre ça dans ma vie, en fait, et que si je ne le faisais pas maintenant, ça aurait été plus compliqué de le faire plus tard, en fait. Et ensuite, il y a une concomitance avec le fait que je ne voyais pas d'avenir en termes de profession universitaire. Je ne trouvais pas de poste titulaire. Je commençais à en avoir un peu marre de ce milieu-là aussi. Et donc j'ai mis un pied dans le milieu plutôt des consultants indépendants. J'ai eu aussi un peu du mal avec ce milieu-là. Et donc pour équilibrer tout ça, voilà, il y avait cette concomitance-là, quoi. Après, il y a un autre élément qui est important, c'est qu'en termes de valeur, c'est un choix qui est fort. C'est essayer de comprendre comment, au quotidien, dans la pratique très concrète agricole, on peut venir contribuer à un système en transition, ou à faire transitionner en tout cas. Je ne sais pas si ça existe, transitionner c'est moche, mais en tout cas à faire transformer. Et que pour ça j'avais besoin de me mettre en action et pas être juste dans une posture analytique, intellectuelle qui identifie ce que j'ai pu faire notamment avec l'association des greniers d'abondance. Pour moi l'association des greniers d'abondance par exemple a été un moment très important, c'est qu'elle m'a permis de mettre au service de valeurs écologistes et militantes mes compétences de chercheur, et de faire le lien entre tout mon intérêt de recherche sur les questions de système alimentaire et les questions d'environnement, d'écologie et de transformation en fait, du système Terre qu'on vit aujourd'hui. Et en faisant ça, j'ai trouvé un sens, on va dire, en termes d'engagement intellectuel. Mais il m'en fallait plus en fait. Il me fallait aussi ancrer cet engagement-là dans une pratique au quotidien. Comme je te disais, en termes d'observation, de sentir, de voir les choses, de comprendre aussi ce que ça représente, en termes d'effort, en termes de frustration, parce qu'il y a des choses qui ne marchent pas. Typiquement là, tu vois, on est face à de l'eau qui est sous forme d'une citerne souple de 50 mètres cubes qu'on a installée là cet hiver. Parce que quand on a décidé de planter 1200 pieds de vigne, s'est posé la question de comment on allait faire pour les maintenir vivants sur les 5-6 premières années. Sachant que partout on lit qu'il faut de l'eau. Ici il n'y avait pas d'eau. Il y a une petite source intermittente qui coule de novembre à mai à peu près, au-dessus. Et en fait moi au début j'étais dans une forme de radicalité intellectuelle, de dire la vigne c'est une plante qui résiste bien à la sécheresse, on n'a pas d'eau, on va faire pousser ce qui pousse et on verra bien. Sauf que le jour où on pense concrètement mettre 1200 pieds de vigne, en termes d'engagement et de responsabilité, c'est pas la même, quoi. Et donc est venue l'idée de se dire on va quand même récupérer le trop-plein de cette source pendant l'hiver, on le stocke dans cette citerne. Et ensuite, on va arroser les pieds de vigne au tracteur avec ces tonnes à eau et ce tuyau. Et du coup, on a une réserve de 50 mètres cubes d'urgence, on va dire, qui nous permet de pallier aux sécheresses. Et donc, en fait, la pratique concrète m'a fait changer complètement d'avis et de perception aussi de la ressource et des pressions sur la ressource, quoi. Et c'est intéressant parce que je ne serais resté que dans une approche très intellectuelle. J'aurais surtout eu un regard très macro. J'aurais eu du mal à percevoir comment en fait on doit sans cesse faire des... Je crois que l'agriculture c'est un métier de compromis en fait. Et il n'y a pas de...
comment dire, Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation. Ouais, non mais il y a pas genre la solution unique qui est optimale, qui va faire le bien de tout. En fait, non, tu fais des choix. Et tu fais toujours des choix en sachant que de l'autre côté, tu vas avoir un impact. Et ça apprend ça. Et franchement, je pense que c'est un apprentissage que devraient faire nos élus. Mais en tout cas, ouais, voilà un peu les raisons qui m'ont poussé ici. Et j'imagine que ta pratique agricole influence ton métier de chercheur. Ouais, carrément. Bah, typiquement, je vais un peu plus sur des sujets aussi qui, tiens, on peut avancer, aller à long, qui s'intéressent aux freins, aux verrous, aux changements. C'est des choses qu'on a abordées avec les greniers d'abondance sur la dernière publication qu'on a faite qui veille au grain. Là. Et en fait, ce qui pour moi est genre le truc fondamental, c'est on connaît les directions qu'on doit prendre collectivement, mais en fait il y a des freins, il y a des verrous assez forts à ça, parce que sinon on aurait déjà plein de gens qui seraient en train de faire des activités pour un système différent. Mais en fait, comme je l'ai expliqué pour notre statut, le cadre n'est pas fait pour, et les règles ne changent pas assez vite. Et en fait, tout ça parce que, alors si on le fait très vite, il y a des intérêts qui ne veulent pas changer et qui n'ont pas intérêt à ce que ça change. On peut en parler. Mais au-delà de ça, je trouve ça intéressant de venir se poser la question, qu'est-ce qui peut permettre quand même de mettre les choses en branle. Et typiquement, mon expérience avec la vigne ici, elle m'a amené à considérer qu'il ne faut pas attendre la situation idéale. Ça n'existe pas. Et qu'en fait, il y a des moments dans la vie, si on sent un élan, il y a une ouverture, c'est pas parfait, ça coche pas toutes les cases de notre checklist ou je ne sais quoi. Mais en fait, vas-y et en fait, il va se passer quelque chose. Et ce qui est important, c'est qu'il se passe quelque chose. Enfin, tu vois, il y a un peu ce côté-là, je trouve. Et ça fait partie des messages que je trouve importants, quoi. Alors, regardez, ça c'est du Prima. C'est pas un raisin super bon, mais normalement, il devrait commencer à être mûr. La peau est épaisse encore, tu vois. Quand tu croques, tu as une petite fin de bouche un peu astringente. Ouais. Donc ça, c'est pas tout à fait prêt, quoi. Et au-dessus, on a une autre variété en blanc. Ça, c'est du Aura. C'est pareil, c'est une variété assez précoce. On va le manger. Mais pareil. Ah. La peau est trop dure. Ouais. Quand tu croques, ça garde un peu d'astringence. Mais on a le sucre qui commence. Hein ? Je pourrais en prendre une petite. Oui, bien sûr. On va aller en voir deux autres variétés et puis avant de partir, on prendra quelques grappes. Trop bien. Et ça fait partie du truc, c'est qu'on passe notre temps à goûter. Raisin de table, tu passes ton temps à goûter. Et du coup, sur un pied, par exemple, alors peut-être pas sur ces variétés-là, mais sur certains pieds, on va passer 3 fois, quoi. On va juste prendre les grappes mûres et ce qui n'est pas mûr, on ne touche pas. Et on va laisser mûrir une semaine de plus, puis on va revenir, puis on va reprendre ce qui a mûri entre-temps. Donc on a toute une gestion, pendant 1 mois et demi, là, on a toute une gestion de la maturité pour cueillir juste ce qui est mûr. Ce qui fait qu'on goûte beaucoup de raisin et qu'on va beaucoup aux toilettes. Parce que ah ouais. Le raisin, c'est laxatif. À souhait. Ok. Donc vous fertilisez la vigne direct pour courir sur... Ouais, c'est ça. C'est la jeune vie. C'est clair. Ouais, chauve-souris, ouais. Bah là, tu vois, tu as l'exemple parfait, là. Je n'ai pas fait gaffe, mais je n'ai pas fait exprès. On a notre tas de branches coupées. On a un vieux noyer avec des trous. Ça, c'est un habitat naturel. Les noyers ici étaient beaucoup associés aux cultures. Mais c'est un arbre qui va disparaître avec le changement climatique. Ça va être plus possible. On va manger des pistaches à la place. Voilà. Ça prend un peu plus de temps à écousser du coup. Ouais, ça dépend. Ça se mange frais. Au Liban, ils les mangent fraîches. Et après, ici, on a une particularité, c'est qu'il y a beaucoup de chocolatiers dans la Drôme. Et on s'était dit que ce serait intéressant d'aller voir les chocolatiers et de leur proposer
c'est qu'ils travaillent avec la pistache, des pistaches fraîches. Parce que par contre, si tu te mets à transformer, donc par exemple torréfier, enlever les coques, etc., il faut de la machine. À partir du moment où il faut des machines, il faut un volume minimum pour rentabiliser ta machine. Et à partir de là, tu es contraint sur la surface minimale sur laquelle tu dois partir. Et ça, on veut pas, quoi. Du coup, on peut prendre les affaires. On va aller se mettre à l'ombre là-bas. Hop. Depuis 2-3 semaines, on avait des chaleurs importantes, pas de pluie. Donc on a commencé à arroser les plants. Mais c'est long. Et donc ça m'est arrivé plusieurs fois de finir à la frontale ou de commencer assez tôt. Et d'avoir la caravane pour dormir, c'est pas mal. Ah oui. Voilà, cet épisode est terminé. Tu trouveras des ressources supplémentaires et notamment des photos pour mieux t'imaginer à quoi ressemble la ferme sur le compte Instagram et mon blog Medium. Et si maintenant tu prenais quelques secondes pour intégrer avant de passer à autre chose? Je te propose 3 cycles de respiration par le nez en comptant jusqu'à 5 à l'inspire et jusqu'à 5 à l'expire. Allez, on y va. Inspire. 1, 2, 3, 4, 5. Expire. 2, 3, 4, 5. Inspire. 2, 3, 4, 5. Expire. 2, 3, 4, 5. Inspire. 2, 3, 4, 5. Expire. 2, 3, 4 et 5. Alors, ça fait du bien, pas vrai? Et maintenant, si cet épisode t'a inspiré, je serais vraiment heureuse de l'apprendre. Savoir que le podcast est écouté est ma principale source de fertilité. Alors, tu peux m'envoyer un message par mail, sur Instagram ou LinkedIn. Tu peux aussi envoyer cet épisode à 3 personnes qui pourraient être nourries par cette écoute. Ce podcast peut rester indépendant grâce aux dons. Alors si tu t'es senti enrichi à l'écoute de cet épisode, je t'invite à apporter de la richesse financière au projet. Tous les liens évoqués ici sont en description de l'épisode. À bientôt et pense à mettre les mains dans la terre régulièrement. Elle en a besoin et toi aussi.